Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la Chine vs Taïwan. Comme tu le sais peut-être, la Chine a menacé d'envahir Taïwan militairement. Les États-Unis ont répliqué comme quoi, si c'était le cas, ils allaient défendre militairement Taïwan. Donc on a une grosse crise entre la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, et au milieu, on a Taïwan. Comme tu le sais, je pense, Taïwan est un gros producteur de semi-conducteurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a déjà une pénurie, donc les menaces de la Chine peuvent entraîner une aggravation de cette crise des semi-conducteurs. Et dans cette vidéo, si tu restes bien jusqu'à la fin, je te présenterai une entreprise avec laquelle tu vas pouvoir profiter de la crise des semi-conducteurs. Si ce domaine t'intéresse, donc les semi-conducteurs, tu peux aller voir une de mes anciennes vidéos dans laquelle je fais une analyse complète du secteur, soit en cliquant dans la petite fiche en haut à droite, soit dans le lien dans la description. Et j'ai également créé une chaîne Instagram Bailo dans laquelle je diffuse régulièrement des informations d'actualité boursière ou économique. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner, le lien est dans la description aussi. Allez, let's go, c'est parti, on va voir ce qui se passe entre la Chine et Taïwan et tu vas voir, c'est très chaud. Taïwan, c'est une petite île qui est au large de Chine, et la Chine aimerait beaucoup récupérer ce territoire parce qu'en fait, la Chine considère Taïwan comme une province dissidente. En fait, c'est tout simplement pour la Chine une province chinoise qui a fait sécession et ça, pour évidemment l'Empire chinois, c'est pas normal. Donc ils aimeraient récupérer l'île. Et c'est pas du tout du goût des pays au niveau international et en particulier les États-Unis. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient défendre Taïwan coûte que coûte, même s'il y avait une invasion massive de la Chine au niveau militaire. Donc on voit qu'il y a des grosses tensions et les tensions ne font pas que commencer. Ça fait un moment déjà, comme le montre l'article, hein, on a nouvelle incursion record de 56 avions chinois dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Ça a été diffusé début octobre. Donc on voit que la Chine est vraiment en train de tester les défenses de Taïwan pour une potentielle attaque à grande ampleur sur l'île. Alors ça c'est des suppositions, mais dans le cercle militaire c'est quelque chose qui est très sérieux et qui est très pris au sérieux, puisqu'en fait ça pourrait potentiellement déclencher une guerre au niveau international. Donc comme je l'ai dit, en cas d'attaque de la Chine, les États-Unis défendraient Taïwan. Joe Biden a affirmé que toute attaque envers Taïwan serait en gros défendue militairement par les États-Unis. Donc on voit qu'on a deux grandes puissances, donc les deux plus grandes puissances militaires mondiales, qui sont en train de se faire face pour une petite île, Taïwan. Mais en fait, c'est pas juste une petite île, c'est une île qui est très stratégique parce qu'en fait, Taïwan déjà, elle a une économie qui est très robuste, qui a 24 millions de personnes qui y habitent, elle a un système éducatif qui est fait parmi des mieux classés au niveau international. Et ce qui est surtout important pour la Chine, c'est que s'ils prennent Taïwan, ils vont augmenter leur frontière stratégique de 400 km dans l'océan Pacifique. Donc en fait, ils vont gagner de l'influence dans l'océan Pacifique. Et c'est tout ce que veut la Chine. Donc déjà, il y a une première raison pourquoi la Chine aimerait récupérer Taïwan, c'est pour augmenter son influence dans l'océan Pacifique, évidemment un océan qui est contesté par les Américains. Donc on voit qu'il y a plusieurs raisons. Une autre raison, c'est évidemment pour les semi-conducteurs. Taïwan est le premier fournisseur de semi-conducteurs au monde. Si la Chine récupère tous ses moyens de production, eh bien évidemment ça serait énorme pour elle puisqu'elle aura une sorte de monopole au niveau international et c'est elle qui dominerait le marché des semi-conducteurs qui, comme tu le sais je pense, est extrêmement important parce que toutes les technologies actuelles, de la voiture autonome, smartphone, PC, tablette, tout 5G, l'Internet connecté des objets, tout dépend des semi-conducteurs. Et évidemment, le pays qui domine les semi-conducteurs dominera une grosse partie des technologies internationales. Évidemment, ça les États-Unis, ils ne le veulent pas. C'est pour ça qu'ils vont tenter de défendre Taïwan face à la Chine. Si on fait un petit focus au niveau des parts de marché de la location des fonderies de semi-conducteurs. Les fonderies de semi-conducteurs, c'est tout simplement les entreprises qui produisent les semi-conducteurs. Si ça t'intéresse, hein, tu peux aller voir la vidéo sur l'analyse du marché des semi-conducteurs. Je parle des fonderies. Si on regarde au niveau des parts de marché, on voit que c'est totalement dominé par TSMC à 56%. Donc 56% des parts de marché, c'est TSMC. Ensuite, on a 18% Samsung, 7% UMC. Et quand on regarde, en fait, le premier TSMC, c'est une entreprise taïwanaise. Le troisième, c'est UMC.
c'est également une entreprise taïwanaise. Donc on voit qu'en fait que Taïwan domine complètement le marché des fonderies de semi-conducteurs. Donc en fait, il domine complètement la production de semi-conducteurs. Mais ça va encore plus loin que ça, puisqu'en fait, le but dans les semi-conducteurs, c'est de miniaturiser le plus possible les composants. Et le leader mondial des puces les plus petites, c'est TSMC. TSMC a atteint 5 nanomètres. Donc en fait, techniquement, c'est eux les meilleurs. Ils ont atteint 5 nanomètres pour une puce électronique. Alors il y a Samsung qui est arrivé juste derrière, qui a réussi juste après TSMC à atteindre les 5 nanomètres. Mais pour l'instant, c'est les deux seuls à atteindre ce niveau technologique. Donc évidemment, c'est très important parce que plus la puce est petite, plus on peut faire de performance en les assemblant. Donc évidemment, toutes les entreprises internationales dépendent en grande partie de TSMC, puisque c'est les seuls qui ont la technologie avec Samsung, hein, mais on voit que 56% de la part de marché c'est TSMC, donc c'est eux qui dominent complètement le marché. Imaginons un petit peu que la Chine récupère TSMC plus UMC. Bon, on voit qu'au niveau international, la Chine dominera complètement le marché des semi-conducteurs, et c'est eux qui décideront à quel prix vont les vendre, à qui ils vont les vendre, hein, parce qu'évidemment, s'il y a des pays dans lesquels ils sont en conflit, ils vont évidemment pas vendre à ces pays-là. Donc on voit qu'ils auront un monopole international très important, et ça c'est très dangereux. Pour la petite anecdote, les puces à 5 nanomètres sont tellement importantes que IBM a intenté un procès à son fabricant de puces qui n'avait pas réussi à atteindre assez rapidement les 500 nanomètres. Et on a Intel par exemple qui n'avait pas également, qui n'a toujours pas la technologie pour produire les 5 nanomètres, a demandé à TSMC de produire certaines de ces puces. Donc on voit qu'en fait, même les grands noms au niveau des semi-conducteurs tels que Intel ou IBM demandent à TSMC de produire pour elles ou font des procès à leurs producteurs parce qu'en fait ça ne va pas assez vite, ils n'arrivent pas à suivre la cadence de TSMC et Samsung. Donc on voit que c'est très chaud et que en fait Taïwan domine complètement le marché. Et évidemment, s'il y a un choc entre la Chine et Taïwan, hein, au niveau militaire, on sait très bien que la Chine est largement capable d'envahir Taïwan. Le seul moyen que Taïwan ne tombe pas, ce serait une défense américaine. On voit donc que pour la Chine, c'est extrêmement intéressant de récupérer Taïwan, puisqu'elle va augmenter ses frontières stratégiques dans l'océan Pacifique et elle dominera le monde dans le secteur des semi-conducteurs. Alors maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que la Chine va vraiment pouvoir envahir militairement Taïwan? Selon certains spécialistes militaires, oui, c'est possible. Et en fait, ça, c'est dû parce que déjà la Chine a un esprit plutôt assez belliqueux en ce moment. Elle développe son armée de manière très intensive. Elle est d'ailleurs passée la deuxième puissance militaire au monde, juste derrière les États-Unis, et elle est pas loin d'être en passe de la dépasser. Donc on voit qu'elle développe son armée de manière très intense, et ça évidemment, ça ne présage rien de bon. Et en plus, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle technologie, ce qu'on appelle les missiles hypersoniques. Les missiles hypersoniques, en fait, c'est une nouvelle technologie militaire qui toutes les grandes puissances mondiales sont en train d'essayer de la développer. Et en tête, on a la Russie qui a déjà d'ailleurs dans son arsenal des missiles hypersoniques et la Chine qui est en train de les développer et qui est pas loin d'en avoir. Et les États-Unis là-dessus sont en retard par rapport aux deux autres grandes puissances militaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces missiles hypersoniques, c'est des missiles qui sont capables de toucher n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, et qui sont très difficiles à intercepter. Pour une raison très simple, c'est que déjà ils vont très vite, hein, on parle entre Mach 5 à Mach 25, donc entre 5 fois la vitesse du son et 25 fois la vitesse du son. Ils ont une trajectoire qui est complètement différente du missile balistique actuel, hein, qui lui est très prévisible. On envoie le missile, il fait un arc de cercle, il sort de l'atmosphère et il retombe sur sa cible. Une fois que le missile balistique est parti, on peut calculer très facilement sa trajectoire et donc l'intercepter assez facilement. On a des systèmes actuellement aux États-Unis ou même en France qui sont capables d'intercepter des missiles balistiques de manière assez efficace. Le problème du missile hypersonique, c'est qu'en fait lui déjà il va très vite, il fait pas un arc de cercle, il est plutôt tendu, donc déjà il atteint sa cible beaucoup plus rapidement, donc le défenseur a moins de temps pour réagir, et ensuite il est très manœuvrable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus anticiper sa trajectoire. Donc en fait, on va pouvoir au dernier moment changer de trajectoire pour toucher une autre cible et le défenseur ne pourra pas anticiper ses manœuvres de trajectoire. Troisième point important, c'est qu'il est très difficilement détectable. Puisque par exemple, on a des planeurs hypersoniques qui n'ont même plus de système de propulsion, ou très peu, puisqu'en fait, ils vont uniquement utiliser la gravité à la fin pour toucher la cible.
Donc on va avoir des technologies très difficilement détectables, très rapides et qui ont une trajectoire qui est totalement aléatoire ou imprévisible. Donc ça devient très difficile d'intercepter. Donc en fait, selon les spécialistes euh, militaires, la Chine aimerait envahir Taïwan avant que les États-Unis aient cette technologie-là, parce qu'il est très peu probable qu'il y ait l'envoi de missiles nucléaires. On sait tous ce qui se passerait, ça serait dévastateur pour la planète. Par contre, des missiles hypersoniques, ça permet de détruire des cibles de manière très rapide et très localisée, de manière extrêmement précise. Donc évidemment, ça pourrait être très utile si les États-Unis ont la technologie pour défendre Taïwan, puisqu'ils pourraient atteindre des cibles chinoises de manière sûre, puisqu'en fait, on n'a aucun système actuel qui est capable d'intercepter un missile hypersonique, et donc pour la Chine, ça serait moins intéressant si les États-Unis ont cette technologie-là, puisqu'ils pourraient avoir des pertes très importantes de leur côté. Donc on voit que on a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver, maîtrisée quasiment par la Chine et la Russie, pas par les États-Unis. Donc évidemment, ça pourrait donner des envies à la Chine d'attaquer Taïwan, puisqu'ils auront un avantage technologique sur leur concurrent direct, qui est les États-Unis. Donc on voit que c'est pas fort probable. Maintenant, imaginons même que ça ne se passe jamais, que pendant des années, il y a des menaces de la Chine, mais que Taïwan ne tombe jamais, ou soit même jamais attaqué. L'important, c'est pas de savoir si Taïwan va tomber rapidement ou pas. D'ailleurs, ce qui serait catastrophique au niveau international, hein, ça déclencherait potentiellement une guerre, donc ça serait vraiment très mauvais pour l'humanité entière. Mais si tout le monde pense que ça peut arriver, tous les investisseurs pensent, bah évidemment, ils vont investir dans un domaine particulier. Et ce domaine particulier, ça va être les machines de production de puces d'uranium. Parce que si imaginons que Taïwan tombe, ou même imaginons que tout le monde le pense, bah va falloir produire d'autres fonderies autre part pour concurrencer justement ce que la Chine a récupéré. Et pour construire ces nouvelles usines, bah, on va avoir besoin de machines hyper spécialisées et hyper techniques pour produire des puces. Et donc évidemment, l'entreprise qui produit des puces, et bah, pour elle c'est bingo parce elle va devoir vendre plein de machines, donc on va avoir une demande énorme. Qui dit demande énorme, dit prix qui augmente. Qui dit prix qui augmente, dit marge importante. Donc évidemment, pour l'entreprise que je vais te présenter, ça peut être extrêmement intéressant. En tout cas, déjà la crise actuelle est extrêmement intéressante pour elle, mais en plus les menaces de la Chine sur Taïwan est encore plus intéressante pour elle, j'ai envie de dire malheureusement. Mais pour elle, c'est bénéfique. En fait, ce phénomène a déjà commencé, vu qu'il y a une crise et une pénurie des semi-conducteurs. Il y a tous les grands noms, les grandes entreprises qui en ont besoin, qui ont déjà fait des choses en place. Et en plus, maintenant qu'il y a des menaces de la Chine envers Taïwan, elles vont davantage investir. Là, j'ai quelques exemples, j'ai seulement 3 exemples, mais en fait, il y en a plein d'autres. On a Apple qui incite TSMC, donc qui est le leader mondial de production de puces, à construire une fonderie à Phoenix pour 12 milliards de dollars. Pareil, Samsung prévoit de construire une fonderie à Austin, donc c'est aux États-Unis, pour 15 milliards de dollars. Et on a Intel, qui d'ailleurs déjà a rénové beaucoup de ses fonderies, et maintenant prévoit de construire une fonderie en Allemagne pour 20 milliards de dollars. Donc on voit que les grands noms, donc Apple, Samsung et Intel, sont en train d'investir massivement. On parle de plusieurs milliards de dollars d'investissement. Et en plus, pour Apple, là, on parle de 12 milliards. Mais récemment, il y a certaines sources qui disent que ça passera sur une méga fonderie qui valera plutôt aux alentours de 80 milliards de dollars. Donc on voit que les entreprises sont en train d'investir massivement dans ce domaine-là. Parce que évidemment, si à un moment donné, donc ça serait malheureux, mais si Taïwan tombe, eh ben, il faut pouvoir, pour eux, en fait, ils pensent pas tellement à ce qui risque de se passer ensuite. En fait, ils essayent surtout de limiter la casse si Taïwan tombe. On a également le gouvernement américain qui, en plus de défendre militairement Taïwan, a voté un budget de 52 milliards de dollars pour soutenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc on voit qu'en fait, en plus des tensions militaires, il y a vraiment une guerre de production de semi-conducteurs au niveau international. Les plus grandes puissances cherchent à essayer de rapatrier la production chez eux. C'est pareil pour l'Europe, hein, ils cherchent vraiment à avoir un conglomérat d'entreprises de production de semi-conducteurs pour assurer leur approvisionnement. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est très chaud dans ce domaine-là. Plein d'entreprises sont en manque de semi-conducteurs, en particulier les producteurs de voitures qui sont obligés de fermer certaines usines parce qu'il leur manque tout simplement des puces électroniques. Donc on voit qu'en fait il y a plein d'entreprises qui sont en train de se préparer à ce qui pourrait se passer dans le futur. Et
Justement, l'entreprise que je veux te présenter cette semaine, c'est Applied Materials. En fait, c'est tout simplement une entreprise qui fait partie des leaders mondiaux dans les machines de production de semi-conducteurs. Et même dans certains domaines de production, elle a des technologies qu'elle est les seules à avoir actuellement. Donc elle a un leadership technique sur ses concurrents. Donc je ne vais pas te présenter comment on produit des semi-conducteurs, hein, c'est très technique avec des concepts physiques très importants. Je suis pas sûr que c'est une plus-value dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur le site d'Applied Materials sur lesquels il y a quelques explications sur leurs moyens de production. Si on regarde un petit peu leurs chiffres, on a un chiffre d'affaires qui augmente régulièrement, sauf en 2019, où on a une petite chute, mais ça a directement été repris en 2020 avec un chiffre d'affaires qui est plus grand que 2018. Donc je pense que c'est un cas isolé, un cas exceptionnel en 2019, sinon c'est plutôt bon sur le long terme. Si on regarde les ratios, on a un ratio, donc la marge bénéficiaire nette, en moyenne sur 5 ans, qui est de 21,19%. Donc là, selon Warren Buffett, hein, quand l'entreprise a une marge bénéficiaire nette supérieure à 20%, ça veut dire normalement qu'elle a un avantage concurrentiel dans son domaine. Et je pense que c'est le cas. Déjà, elle fait partie des leaders mondiaux, donc évidemment, un leader, bah, c'est un avantage par rapport à ses concurrents. Et comme je l'ai dit, elle a certaines technologies que ses concurrents n'ont pas encore. Donc évidemment, ça aide. Et ce qui se passe en plus, c'est que de base, une machine pour produire des semi-conducteurs, c'est cher. Mais vu qu'aujourd'hui on est en train de produire à tour de bras des usines et des fonderies pour en produire plus, bah évidemment on va avoir une demande qui augmente et on va avoir des prix qui vont encore augmenter petit à petit au cours du temps, je pense. Et ça devrait booster la marge bénéficiaire nette de l'entreprise. Si on regarde un petit peu au niveau technique, donc là je suis sur AMAT, donc c'est Apply Materials en journalier, donc chaque bougie représente une journée de cotation, et on voit en fait qu'on est tout simplement dans un gros range. On voit que aux alentours de 125-126, c'est assez intéressant de rentrer. Donc j'ai raté l'entrée ici, moi, pour ma part. Je vais attendre. Si l'entreprise revient toucher les 126, je ferai une entrée sur AMAT, donc Apply Materials. Et par contre, si je vois que ça casse la résistance et que ça atteint à peu près les 147-148, je pense qu'il y aurait une entrée également intéressante puisque l'entreprise risque d'exploser à la hausse une fois qu'elle aura cassé cette résistance qui est très importante. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et ça me motive à continuer à faire ces analyses. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!